Il y a plus d'un an maintenant, je vous ai parlé des origines de la guerre Autobots-Decepticons, notamment sur le plan politique. Qu'est-ce qui est à l'origine de la montée du mouvement Decepticon? Est-ce que Megatron a toujours été un tyran? Etc. etc. Mais aujourd'hui, on va parler du cœur du sujet, dans une nouvelle vidéo qui constitue donc la suite de celle de l'an dernier. Car qui dit guerre dit souvent bataille, et des batailles dans Transformers, il y en a eu... beaucoup. Toutes n'ont pas eu la même envergure, toutes n'ont pas la même importance, il est donc normal que certaines viennent plus facilement à l'esprit que d'autres. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les grandes batailles ayant eu lieu dans le multivers Transformers. Metroplex heeds the call of the last Prime. Chacune des batailles dont je vais vous parler a été choisie en fonction de plusieurs caractéristiques, les camps qui s'opposent et le nombre de combattants, le contexte, les morts et les conséquences sur la guerre dans son ensemble. Étant donné que je me limite à 5 batailles pour cette vidéo, chacune d'entre elles fera partie d'un des grands univers du multivers Transformers. Primax, l'univers G1, Orex, l'univers de la trilogie d'Unicron, Malgus, l'univers d'Animated, Unide, l'univers de la continuité alignée, et enfin Tyran, l'univers des films. Afin de comprendre au mieux ce que je vais vous expliquer ici, je vous redirige vers ma première vidéo consacrée au conflit Autobots-Decepticons, et si vous êtes un peu perdu, un petit tour sur ma vidéo parlant du multivers ne fera pas de mal. Maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans le cœur de la guerre civile cybertronienne, avec les grandes batailles ayant eu lieu dans le multivers. Nous sommes en 2005, 20 ans ont passé entre la saison 2 de la série G1 et le début du film d'animation. La guerre a tourné en faveur des Decepticons, qui ont réussi à conquérir Cybertron, obligeant les Autobots à s'exiler sur les lunes de la planète. Sur Terre, Ultra Magnus dirige Autobot City, une ville isolée des humains en Amérique, construite quelques années auparavant d'un commun accord entre Optimus Prime et les habitants de la région. Assez grande pour permettre à un nombre important d'Autobots de vivre dans de bonnes conditions, la ville est également équipée de systèmes de défense avancés en cas d'attaque ennemie. Optimus est lui sur une des lunes de Cybertron, se préparant à une contre-attaque contre les Decepticons. Mais les réserves d'énergon des Autobots étant bien trop faibles pour un assaut de grande envergure, il charge Ironhide de partir en mission sur Terre pour en récupérer. Megatron, qui possède des espions un petit peu partout, notamment Laserbeak, est alors informé de cette opération et saisit l'occasion pour essayer de mettre fin aux Autobots une bonne fois pour toutes. Alors que leur navette est en route pour la Terre, avec Ironhide, Ratchet, Prowl et Brawn à son bord, les Decepticons lancent une attaque sur cette dernière, tuant tous ses occupants et la détournant au passage. Megatron approche ainsi sans mal d'Autobot City et commence son assaut sur la ville. Pas du tout préparé pour une attaque de cette envergure, Ultra Magnus et les Autobots présents sur place réagissent aussi vite que possible en activant les systèmes de défense qui permettent de contenir quelque peu les assauts ennemis. Pendant ce temps, Blaster parvient à joindre in extremis Optimus Prime dans le but que ce dernier amène des renforts. Une journée et une nuit s'écoulent et les pertes se multiplient côté Autobots. Au matin, alors que Devastator parvient à briser les dernières défenses de la ville, Prime arrive alors accompagné des Dinobots qui s'attaquent aussitôt aux Constructicons. Optimus de son côté affronte Megatron en duel singulier alors que les forces des deux camps sont à bout. Finalement, après une intervention maladroite de Hot Rod, Prime fut sévèrement blessé par Megatron avant, dans un dernier effort, de lui rendre l'appareil. La bataille se solde par un retrait des troupes Decepticons, obligés d'emporter le corps de Megatron entre la vie et la mort. Optimus de son côté mourra quelques minutes plus tard. Autobot City n'est donc pas tombé aux mains des Decepticons, bien que la ville soit maintenant en ruine. Cette bataille est un événement majeur dans la continuité G1, elle aura pour conséquence la mort de bon nombre d'Autobots, la prise de commandement d'Ultra Magnus, mais aussi la transformation de Megatron en Galvatron. La bataille d'Autobot City est donc un échec pour les deux camps, les Decepticons ayant finalement raté leur assaut et perdu leur chef, et les Autobots ayant perdu un nombre important de leurs troupes, parmi lesquels, bien sûr, leur leader Optimus Prime. Nous sommes en 2010 dans la continuité Orex, donc de Transformers Armada, et Optimus Prime vient de se sacrifier pour sauver la Terre du canon Hydra, création des Decepticons se servant de l'énergie des Minicons afin de projeter un laser capable de détruire une planète. Les Autobots se sont alors au pied du mur et Megatron semble avoir pris un avantage quasi décisif dans la guerre. Hotshot prend les commandes de son camp temporairement alors qu'un message arrive en provenance de Cybertron. Unicron serait en train de se réveiller.
Autobots comme Decepticons quittent alors la Terre et la Lune pour retourner sur leur planète. Les Minicons Autobots, de leur côté, utilisent l'énergie de la Matrice pour ramener Optimus Prime à la vie, alors qu'une bataille spatiale était engagée. Une fois sur Cybertron, deux visions s'opposent. D'un côté, Optimus prenant au sérieux la menace que représente Unicron, et ordonnant à ses troupes de se rassembler, quitte à abandonner des positions durement gagnées sur le champ de bataille. Et de l'autre, Megatron, ou plutôt Galvatron, qui ne prend pas cela au sérieux et se réjouit plutôt de voir les Autobots se battre en retraite. Starscream encourage cependant son chef à envisager une trêve avec Prime, mais Galvatron s'y oppose fermement. Optimus est également prêt à s'allier avec les Decepticons si besoin, et alors qu'il souhaitait simplement discuter, Galvatron le provoque et ne veut rien entendre. Starscream interrompt alors leur combat et affronte son chef avant de se laisser volontairement transpercer par le Star Saber. Son objectif ? Montrer à Galvatron la réelle puissance d'Unicron et pourquoi il devra s'allier avec Optimus pour le vaincre. Aidé par son Minicon, le second des Decepticons décharge l'intégralité de sa puissance en direction de l'une des lunes de Cybertron, à l'intérieur de laquelle Unicron se terrait depuis des millions d'années. Son tir n'atteint même pas sa cible, mais Unicron réplique et pulvérise Starscream qui meurt sur le coup et se désintègre. Choqué par cette mort et le sacrifice héroïque de celui qui l'a pourtant malmené toute sa vie, Galvatron accepte une trêve et s'allie avec Optimus Prime. Autobots et Decepticons se voient donc contraints de collaborer pour détruire le frère de Primus. Ils lancent un assaut sur Unicron qui se révèle peu efficace, mais finissent par déceler son point faible, à savoir au niveau du coup. Dans le même temps, tous les Minicons de l'univers s'associent pour former un double positif d'Unicron en quelque sorte, qui ne résiste cependant pas longtemps. Parvenant enfin à entrer à l'intérieur même du géant, Galvatron et Optimus se retrouvent nez à nez avec Sideways, le Minicon personnel d'Unicron, par lequel ce dernier s'exprime. Emprisonnant les chefs des deux camps et prenant le contrôle de tous les Minicons, c'est une intervention humaine qui fit déraper son plan, Optimus se libérant et tuant Sideways grâce au Requiem Blaster. Unicron est alors désactivé et les flottes Autobots et Decepticons lancent un assaut sur lui afin de lui affliger autant de dégâts que possible. Alors que Galvatron s'était lui aussi libéré et voyant qu'Unicron était désactivé, il provoque Prime en combat, estimant que la trêve était donc finie. Contre toute attente, ce dernier accepte et est le premier à attaquer, se séparant de la Matrice pour se battre uniquement en tant qu'Optimus, et délaissant ainsi son titre de Prime et de leader des Autobots. S'ensuit un affrontement brutal et le réveil progressif d'Unicron qui, dans cette continuité, se nourrit de la haine dégagée, notamment par le conflit entre Cybertroniens. Réalisant que tant que les deux camps existent, Unicron deviendrait toujours plus puissant et ayant obtenu ce qu'il voulait, à savoir un ultime combat, Galvatron se sacrifie et reconnaît la victoire de son adversaire, étant alors aspiré par le trou noir situé à l'intérieur d'Unicron. La guerre s'achève alors, la trêve entre Autobots et Decepticons se transformant en armistice, les deux camps décidant alors de collaborer pour assurer un avenir meilleur pour Cybertron, mais aussi pour la Terre. La troisième bataille dont nous allons parler dans cette vidéo est la seule à laquelle nous n'assistons pas directement, et pourtant, elle a une importance fondamentale dans l'univers où elle se déroule, à savoir l'univers de Transformers Animated, connu dans le multivers sous le nom d'univers Malgus. Il s'agit donc de la bataille de Yakon. Pour comprendre l'enjeu de cette bataille, il faut reprendre rapidement la chronologie de la Grande Guerre dans cette continuité. Après qu'Ultra Magnus s'est imposé aux Decepticons n'étant alors qu'un simple mouvement d'opposition, d'être enregistré et traqué, une révolte éclate sur Cybertron et la guerre démarre alors. Durant les premières années du conflit, ces derniers semblent prendre l'avantage, mais la technologie des ponts spatiaux permet aux Autobots de les ralentir et même de faire légèrement pencher la balance en leur faveur. Mais par la suite, les Decepticons bombardent régulièrement les civils et réclament que le Allspark leur soit remis, suite à quoi les Autobots décident de le jeter à travers un pont spatial vers un point inconnu de l'univers pour qu'aucun des deux camps n'use de son pouvoir à des fins militaires. Et cela me donne d'ailleurs l'occasion de parler des échelles de temps dans le conflit cybertronien. En effet, sur Terre, une guerre peut durer quelques années, quelques décennies, parfois plus. Mais sur Cybertron, les Transformers vivent beaucoup plus longtemps que des humains et sont donc bien plus robustes. Ainsi, tout se passe sur des échelles de temps bien plus longues. Si bien que dans le cas présent, la Grande Guerre d'Animated a duré environ 8 millions d'années, ou plutôt 8 millions de cycles stellaires, un cycle stellaire correspondant à quelques jours près à un an. Est-ce que cela veut dire que Cybertron était alors plongé dans le chaos constamment pendant tout ce temps ? Bien sûr que non, beaucoup d'opérations étaient réfléchies longuement et aucun camp ne souhaitait jeter toutes ses armes dans la bataille au risque de rater son coup et de perdre totalement l'avantage. Ainsi, durant cette période, les Autobots eurent le temps de mettre au point leur projet le plus ambitieux, à savoir le projet Omega, la création de nombreuses sentinelles Omega, des robots massifs capables de transporter des troupes via un mode alternatif de vaisseau spatial, et surtout capables d'infliger des dégâts conséquents aux Decepticons. La mise en service de ces sentinelles fut le vrai tournant de la guerre, les Autobots reportant plusieurs victoires décisives, détruisant notamment la flotte spatiale de Megatron ou encore la Brigade Lourde, un groupe de Decepticons parmi les plus puissants, notamment avec Blackout parmi ses membres. Acculés, sentant le vent tourner et étant incapables de rattraper leur retard technologique sur les Autobots,
les Decepticons lancèrent une ultime offensive sur la capitale Autobots, Yacon, dans le but de prendre le contrôle des ponts spatiaux et de disposer d'un avantage décisif. La bataille mobilisa le gros des forces de chaque camp Ultra Magnus mêlant les Autobots et Megatron les Decepticons. Les 11 sentinelles Oméga furent déployées et quasiment toutes furent détruites au combat, Oméga Suprême étant le seul à survivre en se mettant en stase. Mais ces efforts avaient payé car la victoire fut du côté d'Ultra Magnus et des siens, mettant ainsi fin à toutes ces années de conflit. Une armistice fut alors signée, Megatron acceptant d'être exilé aux confins de la galaxie avec les Decepticons survivants, Cybertron restant alors sous le contrôle des Autobots et de la garde d'élite. Alors que la société cybertronienne allait pouvoir retrouver une vie paisible, Megatron préparait son retour, cherchant à retrouver le Allspark exilé par les Autobots, le seul artefact capable de le faire gagner face à ces derniers. Il le chercha pendant plusieurs millions d'années et finit par le trouver, mais ça, vous le savez, puisqu'il s'agit du premier épisode de la série Animated. Dans l'univers des films, chaque long métrage comporte un grand acte final, une bataille qui prend généralement des proportions énormes, mais toutes n'ont pas le même impact et les mêmes conséquences sur l'univers dans son ensemble. Si la bataille de Mission City puis celle d'Égypte auront des conséquences importantes, la bataille de Chicago dans Transformers Dark of the Moon retentira jusqu'à l'autre bout de la galaxie. Pourtant, rien ne laissait penser qu'on reverrait un jour pareille dévastation sur Terre. En effet, après la bataille du Caire et la destruction du Fallen et de sa machine dévoreuse de soleil, les Autobots alliés à l'armée américaine ont clairement pris l'avantage, les Decepticons devant se cacher et préparer minutieusement leur retour sans se montrer, au risque d'être totalement détruits. Ainsi, comme on l'apprend dans le jeu vidéo tiré du troisième film, Megatron s'est terré pendant très longtemps en Sibérie, dans un ancien complexe soviétique. Ici, il avait retrouvé le corps de Shockwave, congelé dans la glace et qui a vraisemblablement servi de sujet d'expérience pour les Russes, et il cherchera même à le ramener à la vie. Mais même le retour d'un Decepticon d'élite comme Shockwave n'allait pas changer le cours de la guerre, il fallait quelque chose de plus grand, quelque chose qui allait pouvoir affaiblir les Autobots tout en donnant plus de force de frappe aux Decepticons. Et en cela, la découverte de l'arche sur la Lune par Soundwave fut l'élément déterminant. Megatron ayant conclu un pacte avec son commandant Sentinel Prime, le ramener à la vie permettrait de frapper les Autobots de l'intérieur en leur faisant croire au retour d'un allié perdu, mais aussi de ramener des troupes par milliers sur Terre grâce à la technologie des piliers. Le plan fut mis à exécution et Autobots comme humains tombèrent dans le piège, Sentinel finissant par tuer Ironhide et ramenant des forces d'invasion Decepticon aux quatre coins de la Terre avant de mettre à exécution la partie finale de son plan, faire venir Cybertron en orbite de la planète pour la reconstruire grâce aux ressources terrestres et aux humains qui deviendraient alors des esclaves. Pour cela, il attaque la ville de Chicago et s'en sert comme base principale afin d'accueillir Cybertron. La ville entière est détruite, les habitants massacrés, et toutes les communications sont coupées avec l'extérieur, toute tentative de rentrer par les airs se soldant par la mort ou la destruction, une ceinture de vaisseaux Decepticons entourant en effet Chicago. Les Autobots, pris par surprise et ayant subi la perte d'un de leurs meilleurs éléments, furent en plus exilés de la Terre sur ordre de Sentinel Prime pour éviter une guerre totale. Finalement, après s'être fait passer pour mort, il parvint à s'introduire à Chicago pour livrer bataille aux Decepticons, pourtant en large supériorité numérique avec des centaines de soldats et des dizaines de vaisseaux, là où les Autobots s'étaient réduits au nombre de 9 en comptant les Wreckers. Après une bataille qui a duré une journée entière et qui a vu la mort de Wheeljack côté Autobots et de Starscream, Soundwave et Shockwave côté Decepticons, Optimus Prime finit par défier Sentinel Prime en duel alors que Cybertron arrive en orbite. Les deux Primes s'affrontent, chacun aidé par leur camp respectif, mais c'est finalement Sentinel qui prend l'avantage en coupant un bras à son ancien élève. Alors qu'il était sur le point de porter le coup fatal, Megatron intervient, frustré de voir un autre que lui mener les Decepticons. Optimus finira par se relever et les tuer tous les deux, pendant que Bumblebee détruit le pilier de contrôle, détruisant partiellement Cybertron par la même occasion. Si cette bataille voit la fin présumée des Decepticons, elle voit surtout un tournant dans la continuité des films. En effet, jusqu'à maintenant, les batailles entre Cybertroniens n'avaient jamais concerné le monde entier, quelques quartiers d'une ville dans le premier film et un quartier abandonné de Shanghai ainsi que les pyramides dans Revenge of the Fallen. Ici, une ville entière est détruite, le monde entier est concerné, et si la menace avait déjà été mondiale dans Revenge of the Fallen, ici elle se matérialise et les Decepticons parviennent à mener à bien leur plan. De plus, la destruction de Chicago fait l'effet d'un nouveau 11 septembre, l'Amérique étant frappée en son cœur et détruite, à la suite de quoi le gouvernement décidera que tout Cybertronien, Autobots comme Decepticons, sera traqué et tué par une unité d'élite formée à cet effet et aidée par le chasseur de primes Lockdown, envoyé par les mystérieux créateurs des Transformers, pour lui ramener Optimus Prime, jugé responsable de la destruction de Cybertron. Les Autobots et les Decepticons sont alors décimés, quelques petits groupes parvenant à s'échapper ou à se cacher, en se mettant en stase. Dans The Last Knight, on apprend que pratiquement tous les pays du monde refusent les Transformers
Transformers sur leur territoire et les considèrent comme des ennemis, à l'exception notable de Cuba, et la ville de Chicago, qui pense encore ses plaies, est partiellement interdite aux citoyens. Au final, la bataille de Chicago aura vu la fin de la Grande Guerre entre Autobots et Decepticons, mais le début d'une nouvelle où les deux camps sont réduits et opposés à des forces extérieures, les humains, Lockdown puis Quintessa, avant le réveil d'Unicron qui aurait sans doute forcé Autobots et Decepticons à s'unir, comme souvent, du moins, on peut supposer que c'est ce qui serait arrivé si Transformers 6 avait vu le jour. Nous sommes dans le jeu vidéo Transformers Fall of Cybertron à la fin de la guerre, la planète natale des Autobots et Decepticons s'étant détruite et les réserves d'énergon épuisées ou contaminées par l'énergon noir. Les deux camps sont à bout de force et pourtant aucun des deux ne veut lâcher. D'un côté comme de l'autre, on a compris que ce conflit ne se terminerait pas sur Cybertron, mais allait désormais s'étendre à d'autres planètes. Il s'agit maintenant pour les Cybertroniens de simplement quitter leur monde natal. Les Autobots mettent tous leurs espoirs dans un seul vaisseau, l'Arche, qui les transportera jusqu'à une nouvelle planète en passant par un pont spatial. Megatron, lui, forcera Trypticon, alors en stase, à se transformer de façon permanente afin de le punir pour son échec face à Optimus, quelques années auparavant. N'ayant pas amassé assez d'énergon pour décoller de la planète, les Autobots se pensent alors perdus jusqu'à ce que Metroplex se sacrifie et donne toute son énergie afin de permettre au convoi de décoller. Alors en route vers le pont spatial censé les emmener vers une autre planète, ils sont rattrapés par le Nemesis et les Decepticons qui entament alors une manœuvre d'abordage. Les deux camps s'affrontent avec les troupes qu'il leur reste, Soundwave parvenant à neutraliser les canons aériens de l'Arche pour permettre de lancer un assaut aérien, et Bruticus quant à lui étant envoyé sur le vaisseau afin de détruire ses réservoirs et ainsi l'empêcher d'arriver jusqu'au pont spatial. Finalement stoppé in extremis par Jazz et Jetfire, il chute et part à la dérive dans l'espace, passant juste au-dessus d'Optimus Prime et Megatron qui s'apprêtent à s'affronter dans un ultime combat. Mais alors que le chef des Decepticons semble avoir pris un avantage sur son opposant, Bumblebee s'interpose et encaisse le tir d'un canon chargé, le blessant mortellement. Narrativement, cette bataille se produit dans le premier et le dernier niveau du jeu, la majeure partie de l'intrigue se passant donc en flashback. Elle alterne les points de vue et nous laisse participer à chaque étape de la bataille avant un choix final entre Optimus et Megatron pour le dernier affrontement. Qu'importe le choix effectué par le joueur, l'issue sera la même, l'un des deux leaders sera grièvement blessé, mais alors que les deux vaisseaux s'approchent du portail, ils sont aspirés par ce dernier, et l'histoire s'achève ainsi sur deux chefs qui, lors d'un duel, n'illustrant que trop bien la haine qu'ils ont l'un pour l'autre, ont été finalement emportés par une force qui leur est supérieure. Bien sûr, on le sait, l'histoire qui suit est censée être celle de Transformers Prime, donc ce n'est pas là la fin des personnages que l'on a suivis, mais finalement c'est une fin à la fois audacieuse et pleine de sens pour un jeu qui nous aura montré deux camps désespérés et prêts à tout dans cette guerre, qui ne durait que depuis trop longtemps. Dans une telle situation, il n'y a plus vraiment de gentils et de méchants, il y a juste deux camps, deux idéologies aussi désespérées l'une que l'autre, qui s'affrontent et qui au final paieront le prix fort l'une comme l'autre, alors que ce pont spatial semble se refermer à tout jamais. Partout à travers le multivers, la Grande Guerre a ravagé des mondes, tué des millions de Cybertroniens, et changé à jamais le visage d'une planète disposant autrefois d'une aura galactique. En plongeant dans la guerre, les Transformers ont écrit la page la plus sombre de leur histoire de laquelle on retiendra qu'il n'y aura que des perdants. Car une fois le conflit fini, que reste-t-il ? Un monde ravagé, parfois inhabitable, un savoir perdu et une société entière qui devra être reconstruite. Tout ce pourquoi se battaient les deux camps a fini par disparaître pour uniquement laisser place à la violence et à la désolation. Pourtant, la guerre finit toujours par prendre fin, et la question que l'on est en droit de se poser est quelle société en ressort, quels défis devront relever ceux qui formeront le nouveau gouvernement cybertronien. Cybertron va-t-elle redevenir un empire, ou au contraire un monde plus indépendant et ouvert à la cohabitation avec d'autres espèces ? Ou alors, est-ce que malgré ces millions d'années de guerre et de désolation, un nouveau conflit ne va-t-il pas finir par faire surface ? Est-ce que malgré tous les efforts possibles, la guerre est quelque chose d'inévitable chez les Cybertroniens, qui ont déjà connu d'ailleurs d'autres conflits dans leur histoire ? Peut-être que finalement, ce que l'on dit est vrai. La guerre ne meurt jamais.